Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « La famille de ma femme m'a mis la pression pour que j'abandonne le contrat de mariage après que je sois devenu riche. J'ai donc posé des limites claires et refusé d'être leur carte de crédit. » Bon. À l'époque, j'avais 23 ans quand j'ai rencontré Sarah. Je venais tout juste de sortir de l'université et je travaillais à mon premier poste dans une société informatique à Denver. Sarah terminait alors son diplôme d'enseignante, et nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue organisé par un ami commun. Elle avait ce don de faire rire tout le monde et de mettre les gens à l'aise. Honnêtement, j'ai été conquis dès le premier jour. Sarah venait d'une famille aisée. Son père possédait plusieurs concessions automobiles, et sa mère gérait une boutique à Boulder. Ils n'étaient pas immensément riches, mais ils avaient ce genre d'argent qui rend la vie plus simple. De mon côté, ma famille appartenait clairement à la classe moyenne. Mon père était électricien, ma mère infirmière, et ils ont élevé mes deux frères et moi dans une petite maison chaleureuse. Nous n'avons jamais manqué de nourriture, mais les vacances ou les vêtements neufs étaient rares. Bref, Sarah et moi nous sommes rapidement rapprochés. Nous avons commencé à sortir ensemble, et en moins d'un an, je savais qu'elle était la bonne. Je l'ai demandé en mariage dans un parc où nous aimions passer nos dimanches tranquilles, et elle a dit oui. Tout semblait parfait. Enfin, presque. Ses parents, surtout son père, n'étaient pas ravis de moi. Dès le début, ils ont clairement montré qu'ils ne me jugeaient pas à la hauteur pour Sarah. Ce n'était pas de l'hostilité ouverte, plutôt des remarques subtiles destinées à me rappeler ma place. Des phrases comme « Alors Matt, c'est quoi ton plan sur 5 ans ?» ou encore « Tu sais, Sarah est habituée à un certain niveau de vie. » Je faisais semblant de ne pas y prêter attention parce que j'aimais Sarah, et qu'elle me soutenait. Lorsque nous avons commencé à organiser le mariage, ses parents ont lâché la bombe du contrat de mariage. Je me souviens très bien de ce soir-là, le père de Sarah m'a appelé dans son bureau après le dîner. Il avait cet air sérieux, comme s'il allait me donner un conseil qui allait changer ma vie. À la place, il m'a tendu une grosse pile de documents et m'a dit « Ce n'est qu'une formalité, Matt. C'est pour protéger l'avenir de Sarah. Je suis sûr que tu comprends. » Je ne comprenais pas. Et je n'aimais pas ça non plus. Je me suis senti insulté. Pourquoi partaient-ils du principe que j'allais profiter de leur fille? À ce moment-là, je gagnais à peine 40 000 $ par an dans mon boulot en informatique. Mais j'avais des projets, de grands projets. Je voulais faire mes preuves, pas seulement devant eux, mais aussi devant Sarah et moi-même. Malgré tout, je ne voulais pas créer de conflit. J'ai donc ramené les papiers à la maison et je les ai lus, partagés entre la colère et l'incompréhension. Le contrat stipulait clairement que si Sarah et moi divorcions un jour, je repartirais avec strictement rien, à part ce que j'aurais gagné moi-même. Aucun argent de sa famille, aucun bien hérité, rien. Tout était conçu pour la protéger elle, pas nous. Je détestais chaque ligne. J'en ai parlé à Sarah en espérant qu'elle me soutiendrait. Au lieu de ça, elle m'a dit « Matt, ce n'est pas grave. Ce ne sont que des papiers. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. » Elle était calme, mais je voyais bien qu'elle se sentait coincée entre moi et sa famille. Je ne voulais pas la mettre dans cette situation, alors j'ai ravalé ma fierté et j'ai signé. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, puisque je ne l'épousais pas pour l'argent de sa famille. Avec le recul, c'était sans doute ma première erreur, laisser ses parents donner le ton de notre mariage. Mais à l'époque, je pensais faire ce qu'il fallait. Je me disais qu'ils finiraient par m'accepter, et que le contrat de mariage ne serait jamais un problème puisque nous construisions notre vie à partir de zéro. Le mariage en lui-même était magnifique, mais aussi un peu gênant. Ma famille et la sienne ne se mélangeaient pas vraiment. Mes frères et quelques cousins étaient venus en costumes empruntés ou achetés en promotion, tandis que le côté de Sarah ressemblait à un catalogue de country club. Il n'y a pas eu de drame, mais le fossé était évident. Après le mariage, nous avons emménagé dans un petit appartement à Denver. Sarah a commencé à enseigner dans une école primaire du quartier, et moi, j'ai continué à trimer dans mon job en informatique. Les premières années ont été difficiles, mais enrichissantes. Nous faisions attention à chaque dépense, cuisinions presque tous nos repas à la maison et économisions le moindre centime. Ses parents faisaient parfois des remarques sur notre budget serré, mais nous nous en fichions. Nous étions heureux. Malgré tout, le contrat de mariage restait présent dans un coin de ma tête. Ce n'était pas que je pensais que nous en aurions un jour besoin, mais il symbolisait quelque chose de plus profond. C'était le signe que sa famille ne me faisait pas confiance, même après le mariage et malgré tous nos efforts pour construire une vie ensemble. Chaque remarque sarcastique de son père sur mon travail ou notre situation financière me faisait mal. Et je travaillais encore plus dur à cause de ça. Je voulais leur prouver qu'ils avaient tort. Mais le contrat ne disparaissait jamais vraiment. Il revenait parfois dans les conversations, de manière brève mais piquante. Sa mère plaisantait sur le fait qu'ils avaient été intelligents de m'avoir fait signer, ou son père en parlait lorsqu'il évoquait la protection des biens familiaux. Il souriait en le disant, mais pour moi, c'était toujours une gifle. Je n'ai rien dit. J'ai baissé la tête et je me suis concentré sur ma carrière. J'aimais Sarah, et je ne voulais pas que ses parents détruisent ce que nous avions. Je me disais que tant que nous étions heureux, le reste n'avait pas d'importance. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois bien que ce contrat de mariage était bien plus qu'un simple document juridique.
C'était un rappel constant que sa famille ne pensait pas que j'étais à la hauteur. Et quand notre vie a commencé à changer, ce bout de papier est devenu le centre d'une tempête que je n'avais jamais vue venir. Après quelques années à m'acharner dans mon poste en informatique, les choses ont commencé à évoluer, mais pas du jour au lendemain. C'était plutôt une accumulation de petites victoires qui ont fini par devenir quelque chose de plus grand. J'avais 27 ans quand j'ai eu ma première vraie chance, mais le chemin n'a pas été aussi simple que je l'espérais. À cette époque, je travaillais toujours dans la société informatique à Denver. Le salaire était correct, sans plus. J'y étais depuis environ 4 ans, et j'avais l'impression d'avoir atteint un plafond. Mon poste était stable, mais peu stimulant, et il n'y avait presque aucune perspective d'évolution. Je savais que si je voulais vraiment avancer, il faudrait prendre un risque. Un de mes collègues, Jason, m'a parlé d'un petit boulot à côté qu'il avait commencé, du développement freelance pour des startups. Au début, je trouvais ça un peu louche, et je pensais qu'il allait s'épuiser à jongler entre 2 emplois. Puis il m'a montré ce qu'il avait gagné en un mois de freelance, et là, j'en suis resté bouche bée. Il gagnait le double de ce que nous touchions à temps plein. Ça m'a fait réfléchir. J'ai toujours été doué en développement web et en résolution de problèmes. J'ai commencé à passer mes week-ends à me perfectionner, à apprendre de nouveaux langages, des frameworks, et à travailler sur des projets personnels. Sarah pensait que j'étais fou. « Tu travailles déjà à plein temps, pourquoi tu t'infliges ça en plus ?» me disait-elle. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que c'était une opportunité à saisir. Après environ 6 mois de freelance en parallèle, j'ai décroché un client qui a complètement changé la donne. C'était une petite start-up technologique qui cherchait quelqu'un pour construire tout leur système back-end. La rémunération était plus élevée que tout ce que j'avais gagné jusque-là sur un seul projet, et il proposait aussi des stock options. Au départ, je ne savais pas si ces actions vaudraient un jour quelque chose, mais la vision de l'entreprise me parlait vraiment, alors j'ai pris le risque. Pendant l'année qui a suivi, j'ai travaillé comme un forcené. Je gardais mon emploi principal avec ses 40 heures par semaine, mais chaque minute libre était consacrée à ce projet. Soir, week-end, tout y passait. Sarah n'était pas ravie. Elle me soutenait, mais je voyais bien qu'elle était frustrée de ne plus me voir autant qu'avant. Il y a eu des disputes, surtout des petites, à propos des dîners manqués ou du fait que j'étais scotché à mon ordinateur quand on était censé regarder un film ensemble. Je disais toujours, encore un petit moment, promis, mais je crois qu'aucun de nous n'y croyait vraiment. Puis c'est arrivé. La start-up avec laquelle je travaillais a été rachetée par une entreprise plus importante, et mes stock options ont explosé en valeur. Un jour, nous peinions encore à suivre les remboursements de la maison et de la voiture. Le lendemain, j'avais assez d'argent pour tout rembourser et conserver une confortable réserve. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Sarah quand je lui ai annoncé la nouvelle. Elle était choquée, dans le bon sens du terme, mais je crois qu'une partie d'elle avait du mal à réaliser que c'était réel. Ce moment-là a tout changé. J'ai démissionné de mon poste en informatique la semaine suivante, un rêve que je nourrissais depuis des années. Mon patron ne l'a pas bien pris. Il a essayé de me faire culpabiliser pour que je reste, en me disant des choses comme « Tu es l'un de nos meilleurs éléments, Matt. Tu es sûr de vouloir tout gâcher comme ça. » Mais je savais que c'était terminé. J'avais désormais des projets bien plus ambitieux. La première chose que j'ai faite après avoir démissionné a été d'emmener Sarah en voyage surprise à Hawaï. Nous parlions d'y aller depuis des années, mais nous n'en avions jamais eu les moyens. C'était ma façon de lui montrer que tous ses efforts avaient porté leurs fruits et que je ne nous avais pas oubliés. C'était incroyable, les plages, les couchers de soleil, la nourriture. Mais même là-bas, je n'arrivais pas à arrêter de penser à la suite. Je me suis rendu compte que j'aimais travailler pour moi-même. La liberté, le défi, le sentiment de contrôle, c'était grisant. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer ma propre entreprise. J'ai utilisé l'argent issu du rachat de la start-up pour lancer une société de gestion immobilière. L'immobilier m'avait toujours intéressé, et je voyais ça comme un moyen stable de faire fructifier mon patrimoine sans être coincé derrière un bureau. Démarrer l'entreprise n'a pas été facile. Il y avait 1 million de choses que je ne connaissais pas, de la paperasse juridique à la gestion des employés. Mais je m'y suis plongé avec la même intensité que dans mon travail en freelance. J'ai lu des livres, assisté à des séminaires, et je me suis appuyé sur un mentor rencontré pendant mes années de freelance. Petit à petit, les choses ont commencé à s'imbriquer. À 30 ans, ma vie prenait une tournure que je n'aurais jamais imaginée quelques années plus tôt. L'entreprise de gestion immobilière que j'avais lancée marchait très bien mieux que ce que j'avais espéré. Nous avions de plus en plus de clients, et j'avais réussi à constituer une équipe fiable qui gérait la majorité des opérations quotidiennes. Pour la première fois de ma vie, je ne vivais plus au jour le jour ni de salaire en salaire. J'étais à l'aise. J'étais fier du chemin parcouru, et je pensais avoir enfin gagné un minimum de respect de la part de la famille de Sarah. Mais ce n'est pas exactement ce que j'ai obtenu. Tout a commencé de façon subtile. Le père de Sarah, Tom, m'appelait pour me demander des conseils en investissement. Au début, ça semblait innocent. « Et Matt, disait-il. Je regarde une opportunité pour acheter un bien commercial en centre-ville. Tu en penses quoi ?» Au départ, j'étais ravi de l'aider.
Je me disais qu'il me voyait enfin comme quelqu'un qui avait fait ses preuves, et j'appréciais qu'il reconnaisse enfin mon expertise. Mais rapidement, les questions sont devenues plus personnelles. Tu penses que tu pourrais investir avec moi? Juste pour aider à lancer le projet, m'a-t-il demandé lors d'une conversation. J'ai hésité. D'un côté, c'était de la famille, et je voulais être solidaire. De l'autre, l'affaire qu'il décrivait me semblait bancale. Je lui ai poliment répondu que je n'étais pas en mesure d'investir pour le moment. C'est là que j'ai remarqué pour la première fois un changement dans l'attitude de Tom envers moi. Il n'a rien dit ouvertement, mais il y avait une froideur évidente la fois suivante où nous nous sommes vus. Sarah l'a remarqué aussi et m'a demandé s'il s'était passé quelque chose. J'ai minimisé en disant « Non, il est sûrement juste stressé par le boulot ». Mais au fond de moi, je savais qu'il n'avait pas apprécié mon refus. Pendant ce temps, la mère de Sarah, Diane, avait sa propre façon de rendre les choses gênantes. Elle glissait des remarques en apparence anodines sur le coût de la vie, expliquant à quel point il devenait difficile de maintenir leur train de vie maintenant que Tom était semi-retraité. « Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant, Matt, disait-elle avec un sourire. Parfois, je pense à la chance que toi et Sarah avez d'avoir une base financière aussi solide. Chance. Ce mot me dérangeait. Ce n'était pas la chance qui m'avait amené là où j'étais, mais des années de nuits blanches, de sacrifices et de travail acharné. Mais je me taisais pour éviter les tensions. Les choses ont pris une tournure plus sérieuse un week-end où Sarah et moi sommes allés dîner chez ses parents. Le repas avait bien commencé, steak et conversation banale. Mais au fil de la soirée, Tom a reparlé du contrat de mariage. Tu sais, Matt, a-t-il dit en coupant son steak, j'ai repensé à cet accord qu'on t'a fait signer quand toi et Sarah vous vous êtes mariés. Je me suis figé. Je n'avais pas pensé au contrat depuis des années. Pour moi, c'était juste une formalité destinée à leur faire plaisir, quelque chose sans importance aujourd'hui. Je pensais que tout ça était derrière nous. Qu'est-ce qu'il a, ai-je demandé prudemment. Tu ne trouves pas qu'il est un peu dépassé maintenant? Regarde le succès que tu as aujourd'hui. Tu as construit une très belle vie pour ma fille, et je respecte ça. Mais garder ce document n'a plus vraiment de sens, non? J'ai regardé Sarah, qui semblait soudain extrêmement concentrée sur sa purée de pommes de terre. C'était évident qu'elle savait que cette discussion allait arriver. Je ne sais pas, Tom, ai-je répondu en essayant de rester neutre. Ça n'a jamais été un problème pour nous. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Diane est intervenue, c'est juste que les choses ont changé, Matt. Quand vous vous êtes mariés, nous voulions protéger l'avenir de Sarah. Mais maintenant que tu réussis si bien, ce contrat n'a plus vraiment de sens. Tu fais partie de la famille, après tout. Voilà. Ce mot. Famille. Une façon de me faire passer pour celui qui était déraisonnable si je refusais. J'ai de nouveau regardé Sarah, espérant qu'elle prenne ma défense, mais elle est restée silencieuse. Ce silence m'a agacé plus que tout. Honnêtement, je ne vois aucune raison de l'annuler, ai-je fini par dire. Ça n'a aucun impact sur notre vie quotidienne. Ce n'est qu'un bout de papier rangé dans un tiroir. Le sourire de Tom s'est crispé, et Diane a lancé un regard à Sarah, comme pour dire, tu ne peux pas lui faire entendre raison. Mais personne n'a insisté davantage ce soir-là. Sur le trajet du retour, j'en ai parlé à Sarah. Pourquoi tu n'as rien dit, lui ai-je demandé. Elle a soupiré en regardant par la fenêtre. Parce que je ne veux pas être coincé entre vous, Matt. Tu sais comment sont mes parents. Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ce qui est le mieux pour nous, ai-je répliqué. C'est notre mariage, pas le leur. Le contrat n'a jamais été un problème, alors pourquoi ils s'acharnent maintenant? Elle n'avait pas vraiment de réponse. Elle s'est contentée de dire, je leur parlerai, d'accord? Ne te fais pas de soucis. Mais je m'en suis fait. Beaucoup. Les semaines suivantes, la pression n'a fait qu'augmenter. Tom et Diane trouvaient toujours un moyen de reparler du contrat, en présentant ça comme une simple discussion. Sarah est devenue plus sur la défensive, disant des choses comme « tu n'as rien à perdre en l'annulant ». C'est là que j'ai commencé à avoir l'impression de me battre sur deux fronts, contre ses parents, et contre Sarah elle-même. Je l'aimais, mais c'était difficile de ne pas sentir qu'elle n'était pas complètement de mon côté. Le point de rupture est arrivé quand Diane m'a appelé un après-midi, alors que j'étais au bureau. Elle a commencé par parler de tout et de rien, puis a rapidement ramené la conversation au contrat de mariage. « Matt, tu devrais vraiment réfléchir à l'image que ça donne, a-t-elle dit. Garder ce document donne l'impression que tu ne fais pas confiance à Sarah, et ce n'est pas juste pour elle. J'en avais assez. Avec tout le respect que je vous dois, Diane, ce n'est pas une décision qui vous appartient. Sarah et moi sommes très bien comme ça. » Il y a eu un silence, puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Eh bien, si tu tiens vraiment à le garder, je suppose qu'il faudra voir ce que Sarah en pensera sur le long terme. » Ce n'était pas une menace directe, mais ça y ressemblait fortement. J'ai raccroché, furieux. Ce soir-là, j'ai raconté à Sarah ce que sa mère avait dit. Elle n'avait pas l'air surprise. Au contraire, elle a répondu, « Ils s'inquiètent juste pour moi, Matt. Ils ne veulent pas de mal. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de contrat de mariage. C'était une question de contrôle. Ses parents avaient toujours eu leur mot à dire dans sa vie, et maintenant, ils essayaient d'étendre ce contrôle à moi. Mise à jour 1.
Salut à tous, c'est encore Matt. Avant tout, merci pour tous les conseils et le soutien que j'ai reçus jusqu'ici. Honnêtement, ça m'a ouvert les yeux. Écrire tout ça m'a permis d'y voir plus clair, et lire les témoignages de personnes passées par des situations similaires m'aide énormément. Alors voilà où on en est. Les choses ne se sont pas arrangées. Si quelque chose a changé, c'est que la pression s'est intensifiée. Sarah parle de plus en plus souvent du contrat de mariage, et je ne peux plus ignorer le changement dans son ton. Ce n'est plus simplement, c'est quelque chose dont on devrait discuter. Maintenant, c'est plutôt, si tu me fais confiance, tu accepterais de l'annuler. Nous nous sommes disputés plusieurs fois à ce sujet. La dernière dispute a été particulièrement violente quand je lui ai dit franchement, ce n'est pas une question de confiance, Sarah. C'est tes parents qui essaient de nous contrôler. Elle n'a pas apprécié et m'a répliqué, ou peut-être que c'est toi qui ne me fais pas confiance. Quel genre de mari garde ce genre de choses en place après toutes ces années? Ça m'a fait mal. Je lui ai répondu que le contrat n'avait jamais posé problème pendant des années. Alors pourquoi est-ce que ça devient soudainement un problème maintenant? La seule chose qui a changé, c'est que tes parents voient des signes de dollars. Elle m'a traité de parano, ce qui est devenu son argument préféré. À ce moment-là, j'ai compris qu'il nous fallait une vraie discussion, sans distraction. Je lui ai donc proposé qu'on parte quelques jours dans la cabane que nous aimions tant. C'est un petit endroit tranquille au bord d'une rivière, et je me suis dit que ça nous permettrait peut-être de repartir à zéro et de parler calmement, sans que ses parents ne planent au-dessus de nous comme des nuages d'orage. Sarah a accepté, mais son attitude montrait clairement qu'elle n'était pas ravie. Une fois sur place, ça a plutôt bien commencé. La cabane était exactement comme dans mes souvenirs, paisible, isolée, parfaite pour se vider la tête. Le premier soir, nous avons cuisiné ensemble, ce qui m'a semblé presque normal pour une fois. Mais même là, il y avait une tension silencieuse dans l'air. Le lendemain matin, j'ai décidé d'arrêter de tourner autour du pot. Nous étions assis sur le ponton, à regarder la rivière, et j'ai dit, Sarah, j'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment. Est-ce que c'est une question entre nous, ou est-ce que ça concerne tes parents? Elle a soupiré, sans même essayer de cacher son agacement. Matt, c'est entre nous. Mes parents ne contrôlent pas ce que je pense. C'est moi qui dis que ce contrat n'a plus de sens aujourd'hui. Je n'y ai pas cru une seconde. Allez, Sarah. Ne faisons pas semblant que tes parents ne poussent pas ça depuis le début. Ce sont eux qui m'ont fait signer ce contrat, et maintenant ce sont eux qui veulent s'en débarrasser. Ce n'est pas une coïncidence. Elle s'est tournée vers moi, le visage grave. Tu t'entends parler? Tu agis comme si mes parents étaient les méchants, alors qu'ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour moi. Ce qu'il y a de mieux pour toi? Et ce qu'il y a de mieux pour nous? Ce n'est pas leur mariage, Sarah. C'est le nôtre. Et je ne vais pas les laisser décider à notre place. C'est laquelle a dit quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Peut-être que le problème, ce n'est pas eux, Matt. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu es tellement enfermé dans tes propres insécurités que tu ne vois pas à quel point c'est injuste pour moi. Insécure, ai-je répliqué. Tu penses que je suis insécure parce que je ne veux pas déchirer un accord que tes parents m'ont imposé? Le même accord qu'ils m'ont fait signer parce qu'ils ne me faisaient pas confiance? Elle a haussé les épaules et a répondu, eh bien, si tu ne peux pas me faire confiance maintenant, peut-être qu'on ne devrait même pas parler d'avenir ensemble. Ça m'a frappé comme une brique, mais je n'ai rien laissé paraître. Waouh. Donc maintenant tu me menaces de partir parce que je refuse de céder aux exigences de tes parents? Très mature, Sarah. Ce n'est pas une menace, Matt, a-t-elle dit d'une voix froide. C'est la réalité. Si tu es obsédé par ce contrat, peut-être que tu ne me vois plus comme ta partenaire. Peut-être que tu attends juste que je fasse une erreur pour pouvoir partir avec tout. Là, c'en était trop. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, ne retourne pas la situation comme si j'étais le problème. J'ai bossé comme un fou pour tout ce que nous avons, sans aucune aide de tes parents. S'il y a quelqu'un qui devrait remettre la loyauté en question ici, c'est moi. Elle m'a juste regardé, sans dire un mot, et je suis retourné à la cabane pour me calmer. Le reste du séjour a été un désastre. Nous parlions à peine, et quand nous le faisions, c'était tendu. Quand nous avons fait nos valises pour rentrer, il était clair que nous n'étions plus du tout sur la même longueur d'onde. J'ai ma première séance de thérapie cette semaine, et j'espère que ça m'aidera à y voir plus clair pour la suite. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être au milieu d'un champ de mines, en essayant de ne rien faire exploser. J'aime Sarah, mais cette situation me pousse à remettre beaucoup de choses en question. Si certains d'entre vous ont déjà vécu quelque chose de similaire, j'aimerais vraiment savoir comment vous avez géré ça. Merci de m'avoir lu, et merci pour votre soutien. Mise à jour 2. Salut à tous. J'aimerais revenir avec de meilleures nouvelles, mais les choses ont empiré. J'en suis à un point où je ne sais même plus si mon mariage peut survivre à ça. Tout a explosé mercredi dernier, quand je suis rentré chez moi et que j'ai trouvé toute la famille de Sarah assise dans mon salon, ses parents, sa sœur amie, et même Sarah elle-même. Ils m'attendaient comme s'il s'agissait d'une intervention. Dès que je suis entré, Tom a commencé, Matt, on en a parlé, et il est temps de régler cette histoire de contrat de mariage. Ça déchire la famille, et on ne peut pas continuer comme ça. Je n'en revenais pas. Aux dernières nouvelles,
Il s'agissait de mon mariage, pas d'un projet de groupe. J'ai regardé Sarah, espérant qu'elle intervienne pour calmer les choses, mais elle restait là, à fixer le sol. Écoutez, ai-je dit en essayant de garder mon calme. J'ai déjà clairement exprimé ma position. Le contrat reste. Ce n'est plus négociable. C'est là que Diane est intervenue. Matt, tu es déraisonnable. Sarah a tout donné pour ce mariage, et toi, tu la traites comme si elle était jetable. Jetable? J'ai passé des années à construire une vie pour nous tout en gérant leurs interférences constantes. Avec tout le respect que je vous dois, Diane, ce n'est pas votre affaire. Sarah et moi devons régler ça seule. Elle n'a pas reculé. Ça devient notre affaire quand ça affecte la famille. Si tu tenais vraiment à Sarah, tu verrais que garder ce contrat lui fait du mal. Avant que je puisse répondre, Tom a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu n'es pas le seul à avoir des options, Matt. Sarah mérite d'être protégée. Et si tu ne comprends pas ça, peut-être que ton mariage n'est pas aussi solide que tu le crois. Ça ressemblait à une menace à peine voilée, et je n'allais pas laisser passer ça. Vous êtes sérieusement en train de dire que mon mariage dépend du fait que je déchire un document juridique que votre famille m'a imposé. Vous avez un sacré culot, Tom. La pièce est devenue silencieuse. J'ai remarqué Camille, la sœur cadette de Sarah, se tortiller nerveusement. Elle a toujours semblé être un peu à part dans cette famille, plus discrète, moins impliquée dans le drame. Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention, mais avec le recul, j'aurais dû comprendre que quelque chose clochait. Finalement, j'ai demandé à tout le monde de partir. Je n'allais pas me faire attaquer en groupe dans ma propre maison. Sarah est restée, et nous avons eu l'une des pires disputes de notre vie. Elle m'a accusé d'être têtue et égoïste, et je lui ai dit que j'en avais assez d'être traité comme un portefeuille par elle et par ses parents. La dispute est devenue si violente qu'elle est partie en claquant la porte, disant qu'elle allait rester quelques jours chez ses parents. Je ne l'ai pas retenue. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'amis. J'ai été surpris, car nous ne parlons presque jamais en dehors des réunions de famille. Elle avait l'air nerveuse et m'a demandé si nous pouvions nous voir en personne. J'ai accepté, pensant qu'elle voulait peut-être s'excuser pour l'intervention ou m'apporter une explication. Quand nous nous sommes retrouvés dans un café, Amy avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi. Elle regardait sans cesse autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un nous voie. Finalement, elle a dit, « Matt, j'ai entendu quelque chose l'autre jour, et je pense que tu dois le savoir. » Ce qu'elle m'a raconté m'a complètement retourné la tête. Apparemment, Sarah et ses parents préparaient quelque chose dans mon dos depuis des mois. Amy les avait entendus parler lors d'un dîner de famille, alors qu'ils pensaient qu'elle n'était pas là. Ils disaient que le contrat de mariage devait absolument être annulé avant que Sarah ne puisse te quitter, m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ils disaient que c'était la seule façon pour qu'elle obtienne ce qu'elle mérite. Je n'arrivais pas à y croire. Me quitter? Pourquoi voudrait-elle me quitter? Amy a hésité, puis a lâché la véritable bombe, parce qu'elle voit quelqu'un d'autre. Ses parents sont au courant, Matt. C'est pour ça qu'ils mettent autant de pression pour annuler le contrat. Ils pensent que si elle divorce sans le contrat, elle n'obtiendra rien. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je lui ai demandé si elle était sûre, et elle a hoché la tête. Je ne voulais pas y croire non plus, mais j'ai tout entendu. Ils ont même parlé de la façon de retourner la situation pour te faire passer pour le méchant. Je suis resté là, sous le choc, essayant d'assimiler ce qu'elle venait de me dire. Amy avait l'air sincèrement bouleversée, et je voyais bien qu'elle ne mentait pas. « Pourquoi tu me dis tout ça ?» ai-je fini par lui demander. Elle a soupiré. « Parce que ce n'est pas juste, Matt. Tu ne mérites pas ça. J'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un de bien, et je déteste la façon dont ma famille te traite. Je ne veux pas en faire partie. » Je l'ai remercié de m'avoir prévenu et je lui ai promis de la tenir à l'écart de tout ça. Après son départ, je suis resté assis là pendant ce qui m'a semblé être des heures, à tout repasser dans ma tête. Les nuits interminables passées à travailler, les disputes à propos du contrat de mariage, le changement soudain d'attitude de Sarah. Tout prenait enfin sens. En rentrant chez moi, j'ai commencé à examiner nos finances communes, à la recherche de quelque chose d'anormal. Et évidemment, j'ai trouvé des dépenses que je ne reconnaissais pas, des restaurants, des hôtels, et même quelques bijouteries. Je n'ai pas encore confronté Sarah, mais j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai appelé mon avocat et je lui ai tout raconté. Il m'a conseillé de rester calme et de ne pas prendre de décisions impulsives. Plus facile à dire qu'à faire. Pour l'instant, j'essaie simplement de déterminer mon prochain mouvement. Ça ressemble à une trahison d'un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais une chose est sûre, le contrat de mariage ne bougera pas, et mon respect pour moi-même non plus. Si quelqu'un a des conseils sur la manière de gérer ce genre de situation, je suis preneur. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Mise à jour 3. Salut à tous. C'est Matt, de retour pour ce qui sera, je l'espère, la dernière fois. Toute cette histoire a été un chaos total, mais j'ai enfin réussi à passer de l'autre côté. Et laissez-moi vous dire une chose, ça fait un bien fou de récupérer ma vie. Après avoir appris toute la vérité grâce à Amy, qui, soit dit en passant, est la vraie héroïne de cette histoire, j'ai agi vite et efficacement. Mon avocat et moi avons travaillé comme une machine parfaitement huilée.
Les preuves que j'avais, son infidélité, les dépenses douteuses, et même l'implication de ses parents ont rendu la procédure de divorce presque ridiculement simple. Quand j'ai finalement confronté Sarah, elle n'a même pas essayé de nier. Elle a pleuré, s'est posée en victime et a sorti toutes les excuses possibles. Je me sentais tellement seul pendant que tu travaillais tout le temps, sanglotait-elle. Tu faisais passer ton travail avant moi. Je n'ai pas laissé passer ça. Tu n'as pas le droit de me faire porter la responsabilité de tes choix. Je me suis tué à la tâche pour nous offrir une vie dont la plupart des gens rêvent, et toi, tu as tout gâché. Au début, elle a essayé de discuter. Peut-être que si tu m'avais accordé plus d'attention, je n'aurais pas eu besoin d'aller voir ailleurs. Ça m'a fait mal, mais je n'ai rien montré. Tu n'étais obligé de rien faire. Tu as fait un choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. L'expression sur son visage quand je lui ai annoncé que j'avais déjà déposé la demande de divorce était inoubliable. Elle a fait semblant d'être choquée, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'irais jusqu'au bout. Puis elle a changé de stratégie, me suppliant de reconsidérer. On peut arranger ça, Matt. On peut aller en thérapie. Repartir de zéro. Tout ce que tu veux. Je lui ai dit clairement qu'il n'y avait rien à réparer. La confiance était détruite, et ses actes parlaient bien plus fort que n'importe quelles excuses. Et maintenant, parlons du contrat de mariage. Oh, ce magnifique document, ce sauveur de vie. Grâce à cet accord en béton que sa famille m'avait imposé à l'époque, Sarah est repartie avec rien. Pas un centime de l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front. Aucune pension, aucun partage de biens. Rien. Ajouté à ça son infidélité, et juridiquement, elle n'avait absolument aucun argument. Ses parents, évidemment, étaient furieux. Diane m'a appelé plusieurs fois, me laissant de longs messages pleins de reproches sur le fait que je ruinais la vie de Sarah et que je devais être la personne la plus mature. Le culot, franchement. Je n'ai même pas répondu. Mon avocat m'a conseillé de tout documenter au cas où il tenterait quelque chose, mais heureusement, ils ont rapidement reculé une fois qu'ils ont compris qu'ils n'avaient aucun levier. Peu de temps après, j'ai découvert la véritable raison pour laquelle ils étaient si désespérés de faire annuler le contrat. En réalité, la situation financière de Tom et Diane était loin d'être aussi brillante qu'ils le prétendaient. Leurs affaires perdaient de l'argent depuis des années, et ils tenaient à peine la tête hors de l'eau. Leur train de vie luxueux, de la poudre aux yeux. Quand Sarah est retournée vivre chez eux, les fissures dans leur image parfaite sont devenues évidentes. Elle est passée de notre belle maison à sa vieille chambre d'enfant. Fini les vêtements de créateur, les journées au spa et les dîners hors de prix. D'après ce que j'ai entendu, ils luttent tous pour maintenir les apparences, mais ce n'est qu'une question de temps avant que le château de cartes ne s'effondre. Et n'oublions pas, l'autre homme. Celui avec qui elle pensait s'enfuir vers le coucher du soleil? Oui. Il l'a tout simplement ghosté dès que les choses ont commencé à mal tourner. Ami m'a dit que c'était un séducteur en série, sans aucune intention de se poser. Il s'amusait avec Sarah, et dès qu'il a compris qu'elle n'avait plus accès à mon argent, il a disparu. Résultat, Sarah s'est retrouvée sans emploi, sans argent, coincée chez ses parents, qui n'étaient même plus capables de l'aider comme avant. Le karma, non. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Mais évidemment, Sarah n'a pas su tourner la page. Quelques semaines après la finalisation du divorce, elle s'est présentée à mon bureau sans prévenir. Mon assistante a essayé de l'arrêter, mais Sarah a forcé le passage. Elle avait l'air épuisée. Cheveux en bataille, vêtements froissés et usés, et ce regard désespéré dans les yeux. « Matt » a-t-elle dit en pleurant. « J'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. » Je me suis adossé à mon fauteuil et je l'ai regardé un moment. Une partie de moi avait envie de rire face à tant d'audace, mais surtout, je me sentais simplement vidé. « Sarah, on est déjà passé par là. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait une série de choix qui ont détruit notre mariage. Le pardon n'y changera rien. » Elle a tout essayé, excuses, reproches envers ses parents, promesses de changement, et même des allusions à une possible réconciliation. On peut recommencer, Matt. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Mais il n'en était pas question. Tu ne m'as pas seulement trompé. Tu avais prévu de me quitter tout en essayant de récupérer ce pour quoi j'ai travaillé. Ce n'est pas de l'amour, et ce n'est certainement pas quelque chose que je peux pardonner. Quand elle a compris que je ne céderais pas, elle s'est mise en colère. Tu vas regretter ça, Matt. Tu finiras seul, et tu réaliseras que tu as repoussé la seule personne qui se souciait vraiment de toi. J'ai simplement secoué la tête. Sarah, tu ne te souciais pas de moi. Tu te souciais de la vie que je t'offrais. Maintenant, tu dois te débrouiller seul. J'ai appelé la sécurité pour qu'on l'escorte dehors. C'était la dernière fois que je la voyais. Depuis, la vie est beaucoup plus calme. Amy et moi sommes toujours en contact. Elle s'est encore excusée pour le comportement de sa famille, mais honnêtement, elle n'avait pas à le faire. Elle a été la seule à avoir le courage de faire ce qui était juste, et je lui en serai toujours reconnaissant. Quant à Sarah et à ses parents, d'après ce que j'entends, leur situation financière continue de se détériorer. J'ai un peu de peine pour Amy, coincé au milieu de tout ça, mais pour les autres, ils ont fait leur lit, maintenant ils doivent s'y coucher. S'il y a une leçon que j'ai tirée de toute cette histoire, c'est l'importance de rester ferme. Certaines personnes tenteront de profiter de vous,
de vous manipuler ou de vous faire culpabiliser pour servir leurs propres intérêts. Mais au final, vous devez penser à vous-même. À tous ceux qui font face à des beaux-parents toxiques, à un partenaire douteux ou à une situation qui ne leur semble pas saine, faites confiance à votre instinct et défendez ce qui est juste. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Merci encore à tous ceux qui ont suivi mon histoire et m'ont conseillé. Votre soutien a compté plus que vous ne pouvez l'imaginer. À l'avenir, et sans jamais regarder en arrière.